Bonjour, il y a des livres qui nous éloignent du monde et d'autres livres qui nous y ramènent. C'est comme les voix. Il y en a qui ne font que des bruits de bouche et d'autres qui nous parlent. J'ai invité Michel Onfray. Nous allons cet été sur France Culture, chaque jour, à midi ou 19h, l'écouter conclure sa contre-histoire de la philosophie telle qu'il l'a présentée pendant 13 ans à l'Université populaire de Caen. Et c'est aussi cette année que Michel Onfray publie chez Flammarion Cosmos, qu'il présente comme son premier livre. On y découvre ce proverbe manouche: après demain, demain sera hier. C'est une fois pour toutes. Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Après demain, virgule, demain sera hier. Je commence par le proverbe manouche de la pire façon, en l'interprétant littéralement, comme le journaliste. Demain, c'est dimanche, mais lundi, dimanche sera hier. Alors, est-ce qu'à votre avis, lundi, les Grecs auront dit non? Et surtout, s'ils le disent, à quoi ils auront dit non? Là, pour l'instant, je regarde un petit peu les informations. Enfin, je lis un certain nombre de choses. Pour l'instant, oui et non semblent au coude à coude. Donc, on ne peut vraiment pas dire ce qui va se passer. Je pense que, telle qu'elle est rédigée, la question a l'air assez complexe. Apparemment, il y a une quinzaine de lignes avec des propositions très, très techniques. Et je pense qu'effectivement, le vote va être un vote politique. Ça va être pour ou contre Tsipras et Syriza. Et je pense qu'on verra ce qui va se passer à ce moment-là. C'est-à-dire que si vraiment il y a un peu d'honneur, si finalement le oui l'emporte, il faudra que le Premier ministre démissionne. Qu'est-ce que ça va donner? Le chaos pour le coup. Il y a quelque chose de dangereux, c'est que nous on fait de Marine Le Pen une fasciste, une dangereuse personne d'extrême droite. Je pense qu'elle est une droite très radicale, mais sûrement pas d'extrême droite, alors que là-bas, ou sûrement pas fasciste, alors que là-bas, ils ont vraiment une extrême droite radicale et fasciste, avec des porteurs de brassards qui ressemblent à des croix gammées. Et je crains que cette extrême droite ne remporte, ne bénéficie de ce qui va se passer là. Je pense que quand on aura vu que et la droite et la gauche classique et traditionnelle n'ont pas fonctionné, plus cette gauche radicale qui ne fonctionne pas non plus, on dira, eh bien, on a cette extrême droite qui est prête à en découdre. Tsipras gouverne avec elle. Non, pas avec elle. Non, pas avec elle. Il gouverne avec l'équivalent d'un Dupont-Aignan, quoi, d'un souverainiste de droite, mais pas l'extrême droite. Obdoré, je parle d'Obdoré. Obdoré, c'est vraiment, là pour le coup, on est vraiment avec de l'extrême droite qui ressemble à celle des années 30, et des gens qui ne se cachent pas d'être violents, brutaux, de descendre dans la rue, de faire des passages à tabac d'immigrés, de gens de couleur, etc. Là, vraiment, on a affaire à l'extrême droite et à un fascisme. Quand on fait un référendum, qu'on donne la parole au peuple, a priori, c'est pour siffler la fin de partie. Mais là, on se dit que ça soit oui ou non, la partie ne sera pas jouée. Ah si, il va se passer des choses. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, le référendum, plus personne n'est capable de le penser tel qu'il est véritablement. C'est-à-dire vraiment solliciter le peuple pour avoir un avis qui soit transpolitique. Là, pour le coup, on fait de la démagogie sous prétexte de démocratie, et puis on dit faites un vote politique. Ne faites pas un vote qui renverrait vraiment à l'histoire, mais qui même me suive. En fait, c'est plutôt un référendum sur la personne. C'est ça qui est assez problématique. Quand le général de Gaulle faisait un référendum, il ne le faisait pas sur sa personne, il le faisait sur un sujet. Ici, le sujet devient le référendum sur la personne. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Tsipras voudrait pouvoir disposer d'un référendum qui lui permettrait de dire qu'il a le peuple avec lui. Mais est-ce qu'on a besoin d'un référendum pour dire qu'on a le peuple avec soi quand on a été élu par le peuple? Je pense simplement qu'il y a un certain nombre de choses qu'il pourrait faire et qu'il n'a pas faites, et qu'on est vraiment dans la frime d'une gauche radicale. Parce que quand il prête serment, il refuse de prêter serment sur la Bible et il arrive sans cravate. Ça fait le tour du monde. On a l'impression que c'est révolutionnaire. Mais c'est de l'image, ça. C'est vraiment de l'image. Parce que si vraiment il avait voulu être révolutionnaire, il aurait pu mettre une cravate pour respecter les convenances. Il aurait pu faire savoir qu'il ne respectait pas la Bible, lui, personnellement, comme un objet divin, mais qu'il respectait ce qu'il a respecté. Et puis le lendemain matin, imposer le clergé grec. Et là, ça aurait été vraiment quelque chose qui n'aurait pas été fait pour la montre, qui n'aurait pas été fait pour les médias, qui n'aurait pas été fait pour Paris Match, puisqu'on a vu un petit peu plus tard son ministre de l'économie posé dans Paris Match, très heureux de montrer son joli piano à queue dans les beaux quartiers d'Athènes.
Je pense il aurait fallu faire des choses vraiment de gauche en disant on impose le clergé, les curés aujourd'hui, le clergé orthodoxe ne paie pas d'impôts, et puis faire un cadastre. Il n'y a pas de cadastre aujourd'hui, comment voulez-vous qu'il y ait des impôts et de l'argent qui rentre? Et là vraiment on aurait eu un homme de gauche, et je pense qu'il aurait eu le peuple avec lui, et que assez probablement de l'argent serait rentré dans les caisses, et qu'il aurait pu envisager l'étalement de la dette et un paiement sur plusieurs années. Et si c'est pas le non qui l'emporte, mais le oui, eh ben ça restera comme une grosse farce de l'histoire. Oui, et ce sera terrible pour la gauche radicale qui aura montré son impuissance à gouverner. Moi, j'ai cru à ce moment-là en me disant, eh bien, très bien, on va la voir, concrète, efficace, et j'étais très heureux de voir qu'on avait le souci d'augmenter le salaire des pauvres, de permettre de partir à la retraite plus tôt, enfin bon, des vraies réformes de gauche. Et je me dis, ben voilà, en quelques mois, ils auront fait la preuve de leur impuissance, c'est-à-dire on a des tribuns, et on a la même chose en France avec Mélenchon, on a des tribuns, et puis quand ils sont au pouvoir, on s'aperçoit que c'était de la baudruche verbale, mais qu'au bout du compte, quand il s'agit d'agir, de transformer la vie des gens, eh bien, il n'y a rien du tout. Et là, pour le coup, ces gens-là vont être désespérés, et je redis cette hypothèse que je formule, l'extrême droite, elle, va se trouver renforcée de cette palinodie. Michel Onfray, autre chose d'actualité, on connaît votre récente passe d'armes avec Manuel Valls. Comment vous l'avez qualifié de crétin? Après, il est vrai que lui-même a dit qu'avec vous, il n'y avait plus de repères. Donc, pour la polémique, disons que vous êtes à égalité. Mais là, comment vous accueillez la dernière déclaration du Premier ministre? Nous sommes entrés dans une guerre de civilisation. Alors, deux choses. La première, c'est que j'ai riposté. Je n'ai pas agressé et traité de crétin a priori. Je voilà quelqu'un qui nous dit que, après ne pas avoir... Ne recommencez pas. Ah non, mais je veux dire qu'il faut replacer dans le contexte. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on me dit, vous êtes l'homme qui a traité Valls de crétin. Je dis, attendez. C'est inhabituel, voilà. Bon. Non, sauf que Valls m'a traité de fasciste. Donc c'est quand même ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire quand il dit Michel Onfray préfère une idée d'Alain de Benoît à une idée de Bernard-Henri Lévy, alors que je n'ai jamais dit ça. Je rappelle que j'ai dit que je préférais une idée juste d'Alain de Benoît à une idée fausse de Bernard-Henri Lévy, à quoi j'ajoutais je préférerais une idée juste de Bernard-Henri Lévy à une idée fausse d'Alain de Benoît. C'est quand même pas la même chose. Je disais juste une chose banale, c'est-à-dire que je préfère une idée juste à une idée fausse. Et lorsqu'il dit nous sommes dans une guerre de civilisation. La guerre de civilisation, j'ai fait un tweet pour dire que je me réjouissais qu'enfin on entende cette proposition-là dans la bouche d'un homme dont on dit qu'il est de gauche. Parce qu'effectivement, moi je défends cette idée de Samuel Huntington depuis très longtemps. Simplement, c'est toujours la même chose, c'est exactement ce que je disais dans cette phrase concernant Alain de Benoît et Bernard-Henri Lévy. Je me dis, moi, je suis un homme de gauche, mais si un homme de droite dit quelque chose qui me paraît juste, je dis qu'il dit quelque chose de juste. Je suis athée, mais je préfère un croyant intelligent à un athée crétin. Donc je pense que quand Huntington a dit ce qu'il a dit, à savoir il y a un choc des civilisations et ce choc des civilisations suppose que les civilisations soient constituées par des spiritualités, la nôtre est judéo-chrétienne, ça me paraît évident, d'autres sont musulmanes, ça me paraît aussi évident, et il y a des frictions, pour le moins, je dirais, entre deux civilisations. Vous dites qu'il y a une guerre entre les deux civilisations. Vous ne dites pas que c'est une guerre de la civilisation face à la barbarie. Alors voilà, c'est ce à quoi j'allais arriver, parce que ce qu'a dit Valls, parce qu'évidemment toute la droite a dit c'est très bien, cher Manuel, venez chez nous, et puis la gauche a dit c'est tout de même inadmissible, donc il a fait une marche arrière, et la marche arrière consistait à dire, je n'ai pas dit ça exactement, j'ai dit qu'il y avait une guerre de la civilisation, sous-entendu nous, contre la barbarie, sous-entendu l'islam. Et vous dites pas ça? Non, l'islam est une civilisation. L'islam est une civilisation, avec des gens qui décapitent. Mais je rappelle que Mélenchon fait l'éloge en permanence de Robespierre qui a décapité. Je rappelle que nombre de personnes font l'éloge de révolutionnaires qui envoyaient des charrettes de personnes à la guillotine et que nous avons, nous aussi, décapité. Et qu'il nous arrive aussi de décapiter avec des bombes à fragmentation quand nous soutenons les passages à tabac des peuples musulmans sur la planète depuis 1991, Mitterrand confondu, Sarkozy, Hollande, et que nous faisons des guerres aux pays musulmans. Nous tuons aussi des musulmans qui vous sont n'allez pas dire, innocents. Vous qui avez signé le traité d'athéologie, vous n'allez pas jusqu'à dire que le Coran est la barbarie face à la Bible qui ne l'est pas. Non, je dis que pour moi... Vous dites pas ça. Non, je dis le Coran, la Bible et le Talmud, j'ajoute la Torah, je dis ce sont des livres dans lesquels on peut prélever ce qu'on voudra. Et à partir de ce qu'on prélèvera, on pourra justifier le coupage de tête ou l'inverse. Je rappelle que quand même, Jésus dit un jour, la chose est rapportée dans l'évangile de Luc, qu'il dit très précisément, amenez-moi mes ennemis, que je les égorge. Égorgez-les, pardon, il dit égorgez-les. Égorgez-les, c'est dans le Nouveau Testament.
Je rappelle que les marchands du temple, c'est extrêmement violent, que Jésus frappe des gens et qu'il balance les étalages, etc., etc. Donc il y a matière à trouver justification de la violence via Jésus dans le Nouveau Testament. Il y a matière à trouver justification de la violence dans le Coran, en permanence. Antisémitisme, misogynie, phallocratie, etc. On peut aussi se servir d'une ou deux sourates qui disent le contraire. Pas de contraintes en matière de religion, par exemple. D'ailleurs, une phrase qu'on trouve déjà dans la Torah, comme par hasard. Donc je dis simplement qu'on a les civilisations qu'on peut, mais c'est pas ma civilisation, la civilisation musulmane, mais c'en est une. Mais quand vous voyez que ceux qui vous applaudissent aujourd'hui pour vos propos sur l'islam sont les mêmes, en tout cas sont souvent les mêmes, que ceux qui critiquaient, ou pire, qui ignoraient votre traité d'athéologie pour ce qu'il disait aussi du catholicisme. Quand vous voyez que ce sont les mêmes qui vous encensent et qui hier vous traitez de tous les noms, ça vous est totalement indifférent ou vous y prêtez attention? Est-ce que vous vous méfiez de l'usage qu'on peut faire de vos propos? Pas du tout. Parce que moi, vous en foutez? Oui, je suis un laboureur, je suis derrière ma charrue. Et je fais ce que j'ai à faire, je creuse mon sillon profond, et puis après, il y a des gens qui, la veille, me crachaient dessus, et qui aujourd'hui me font des caresses. Et puis, le lendemain, c'est l'inverse. Donc je n'ai jamais écrit pour avoir des amis ou pour avoir des ennemis. J'ai eu des amis, j'ai eu des ennemis, puis parfois mes ennemis sont devenus mes amis et vice-versa, et je ne vais pas chercher l'onction de la droite ou l'onction de la gauche en me disant je souhaiterais que la gauche m'aime, ou etc. Madame de la Royère, par exemple, était l'autre jour à Caen, je prenais mon train à Caen, elle est arrivée, on s'est parlé, elle est contre la GPA, elle est catholique, pratiquante et militante, je suis contre la GPA, et je ne suis pas catholique, je ne suis pas pratiquant, et je suis athée. Donc on peut se retrouver sur des questions comme celle-ci. Elle a ses raisons, moi j'ai mes raisons, je pense que la gauche ne peut pas justifier qu'on vende des enfants, qu'on loue des utérus, et elle le fait au nom d'autres valeurs, mais vous finalement... êtes contre quoi que dise la Cour de cassation? Mais je suis un homme libre, et je suis un philosophe, et je fais mon travail en pensant qu'il faut faire fonctionner la raison. Et voilà, parfois j'ai des amis, parfois j'ai des ennemis, mais je ne me détermine pas par rapport à eux. Dans notre civilisation judéo-chrétienne, il y a l'idée que l'homme domine la nature. Idée qui vient tout droit de la Bible, vous le soulignez, non sans quelques raisons, mais vous avez vu, il y a quelqu'un qui pense comme vous maintenant. C'est le pape, dans son encyclique écologiste. Oui. Lui aussi pense que l'homme ne domine pas la nature. Oui. Et vous vous dites, tiens, là, il y a quelque chose de nouveau? Ah, incontestablement. Je pense que ce pape est un personnage intrigant. Il est d'abord... Intrigant? Oui. Oui, moi, ça me questionne. D'abord, pour une chose extrêmement... Oui, au sens qu'il vous intrigue. Il m'intrigue, pas voilà. Qu'il intrigue. Non, pardon. Oui, effectivement, je voudrais pas qu'on pense ça. Non, je dis, il m'intrigue parce que, un, c'est un jésuite. Deux, il prend le nom de Saint François. Ouais. C'est quand même un truc de jésuite. C'est-à-dire que... Ah oui. Il intrigue, là. Oui, parce que vous choisissez l'ordre dans lequel vous faites votre carrière, et c'est l'ordre des jésuites, c'est-à-dire l'ordre près du pouvoir. On sait très bien que les jésuites sont, pour le coup, intrigants au sens second du terme. Ils sont intrigants, ils sont près du roi, ils sont près du prince, ils sont le conseiller, ils sont les confesseurs des rois, etc., etc. Et de l'autre côté, vous avez un Saint François François d'Assise, qui lui a décidé qu'il fallait être du côté des petits oiseaux, qu'il fallait être du côté des pauvres, des humiliés, qu'il fallait vivre la vie des gens modestes. Et... Si vous étiez catholique, ça serait votre saint. Ah oui, absolument. Moi, j'adore Saint François. Et donc, on se dit, voilà, ce pape est jésuite. Quand on arrive, comme vous le savez, et comme nos auditeurs le savent, quand on est élu pape, on change de nom et on prend un nom de pape. C'est-à-dire qu'on choisit dans la papauté le nom d'un pape qui aura fait un certain nombre de choses dans la logique de laquelle on voudra s'inscrire. Lui, il invente un nom nouveau, c'est-à-dire il ne s'appelle pas Jean-Paul III, par exemple, ou Benoît XVII, comme il aurait pu. Il invente Saint François, il prend Saint François, et il ne dit pas François Ier. Bon, il n'a pas le sens du ridicule, il sait bien que François Ier, ce serait un peu ridicule en France. Et il s'appelle François, le pape François. Donc c'est un signe. Après, je me suis dit, on va voir ce que ça va donner. Et nous voyons, et en matière d'écologie, je dis, eh bien voilà, moi qui ai écrit le traité d'athéologie, je me dis, voilà une belle encyclique. Et je trouve qu'il a dit des choses justes et profondes, et ça me réjouit. Et ceux qui ont écouté les premières séquences de la contre-histoire de la philosophie savent que pour vous, il y a eu un épicurisme chrétien. Oui. Vous vous dites, tiens, est-ce qu'il ne pourrait pas revenir?
Oui, alors moi j'ai même intitulé le deuxième tome de la contre-histoire les chrétiens hédonistes. Enfin, j'ai parlé des chrétiens hédonistes. Voilà, je cherchais le mot. Oui, mais vous avez raison, épicurien chrétien aussi. Chez Erasme, il y a effectivement un éloge d'Épicure et de Jésus. Alors là, je suis en train de travailler là-dessus. C'est le signe c'est le début de Décadence, qui est la suite de Cosmos. Mais effectivement, bon, d'abord pour moi, Jésus n'a pas historiquement existé. Mais enfin, ça, il nous faudrait du temps pour le démontrer. Mais le christianisme se constitue avec un certain nombre d'individus qui vont devenir majeurs. Je pense à Saint Paul, je pense à Constantin. On aurait pu en trouver d'autres, mais ceux-là ont choisi un christianisme très ascétique. Violence à l'endroit du corps, des désirs, des passions, des pulsions, de la chair, etc. Donc effectivement, le christianisme triomphant, officiel, je dirais, il est dans la haine du corps et des désirs, etc. Mais il y a un autre christianisme, celui des origines d'ailleurs, ceux qu'on appelle les gnostiques, et puis un petit peu plus tard, les frères et sœurs du libre-esprit, puis un petit peu plus tard, j'en parlais, Erasme, mais Montaigne est catholique aussi. Et Montaigne est un catholique épicurien. C'est-à-dire, on peut dire, mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas d'imiter le corps souffrant de Jésus, ce que dira saint Paul, mais c'est d'imiter la vie de Jésus qui est du côté des pauvres, qui pardonne, qui tend l'autre joue quand on le frappe, etc. Donc oui, il me semble que le jésuite aurait été du côté de saint Paul, mais que le franciscain est plutôt du côté d'Épicure. France Culture, une fois pour toutes, une émission proposée par Dominique Souchier. Michel Onfray, dans Cosmos, vous parlez beaucoup du temps. Pas le temps qu'il fait aujourd'hui, pas la météo, sur lequel il y aurait beaucoup à dire sûrement. Non, le temps, grand sujet des philosophes, mais celui dont vous parlez peut-être le plus n'est pas philosophe sur le temps, et il s'agit du géologue Michel Siffre, qui en 1962 a vécu 2 mois sans montre au fond d'un gouffre, le gouffre de Scarasson, et dans le magazine 5 colonnes à la une, Michel Siffre témoignait au micro de Jean-Claude Bringuier. J'ai voulu isoler, en restant sans montre, le temps psychologique, le temps du cerveau, le vrai temps en somme. Parce que le temps que nous connaissons à la surface de la Terre, eh bien, c'est un temps qui n'est peut-être pas très exact. C'est un temps, après tout, qui est basé sur l'alternance régulière du jour et de la nuit en 24 heures. C'est un temps arbitraire, c'est un temps mathématique. Mais ce n'est pas le temps de l'homme. Lorsque je suis sorti du gouffre, je croyais être le 20 août, alors qu'il était le 17 septembre. J'ai vieilli 2 fois moins vite qu'à la surface de la Terre. Voilà, c'est dit avec un brin d'humour, mais vous pensez que c'est extrêmement sérieux, ça, et que ça vaut tous les traités sur le temps des plus grands philosophes. Oui, parce que quand vous dites le temps, forme immobile de l'éternité immobile, chez Platon, ou forme a priori de la sensibilité chez Kant, on n'y comprend rien, et on se dit à quoi bon ce genre de réflexion, ce genre de dissertation. Et de fait, j'étais en train de lire, j'avais souvenir, moi, gamin, de Siffre sortant de son gouffre, enfin des images, ça faisait partie d'un petit peu de la mythologie de mon enfance, et j'ai lu ce livre dans un avion pour Nice. Et j'ai découvert qu'il signait son texte de Nice. Je me suis dit, tiens, il habite Nice, et donc il doit être toujours vivant. Et quand je suis arrivé, j'ai regardé dans la Vous seriez un bon journaliste. Oui, mais 2 heures plus tard, vous avez raison. J'étais chez lui. C'est ce qu'il faut faire. Et on s'est rencontrés, on a parlé, etc. Et bien sûr que c'est lui qui a raison. Il a découvert que le temps était matériel, et pas une affaire de métaphysique, mais il y a du temps dans chacune de nos cellules. Simplement, ces cellules, elles sont en relation, c'est ce qu'il dit très précisément et très bien, avec le jour et la nuit, avec des alternances qui font qu'on sait qu'on est dans le jour, donc on travaille, on sait qu'on est dans la nuit, donc on dort, et puis on avance en fonction d'un rythme éminemment social. Lui, il dit, voilà, moi je vais dans une grotte, il n'y a plus de rythme social. Donc je ne sais plus quand est le jour, quand est la nuit, etc. Le temps continue, bien sûr, mais c'est plus le temps social, c'est plus le temps mesuré. Et quand on perd le repère de la mesure, alors à ce moment-là, on vit un autre temps. Et c'est ce qu'il raconte. Et de fait, c'est un temps presque animal. Il dit les peurs qu'il a, les angoisses, et puis les espèces de répétitions. Il écoute des disques, et il écoute parfois 10 fois, 20 fois le même disque dans la foulée. Il a l'impression qu'il a passé 10 minutes à écouter ces disques alors que ça fait 3 heures qu'il le fait. Et il y a des gens qui sont en contact avec lui en haut, enfin, et qui notent quand il se réveille, quand il s'endort, les fonctions, etc., les fonctions physiologiques. Et je trouve effectivement que c'est lui le penseur du temps. Et que les philosophes, évidemment, vont commenter le commentaire d'un philosophe pour parler du temps. Ça n'intéresse que les philosophes. Mais si j'ai des lecteurs, et qui ne sont pas des lecteurs philosophes, ce à quoi j'aspire, alors ils sont plus intéressés par des considérations sur le temps qui sont faites par quelqu'un qui aura vécu personnellement l'expérience du temps, plutôt que quelqu'un qui nous fera une xème dissertation sur le temps chez Saint-Augustin. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, votre proverbe manouche, après demain, demain sera hier?
C'est l'éternel retour. D'abord, vous avez raison, c'est d'abord ça. Et c'est comme tous ceux qui savent que le temps se répète sans cesse, c'est l'invitation à vivre pleinement chaque instant. Et je voulais qu'on puisse d'abord savoir que les Manouches, c'est un peuple, que c'est une culture, que c'est un savoir, qu'il y a une langue, qu'il y a une vision des choses, une vision du monde, etc. Et qu'il y a des poètes, Alexandre Romanès. Extraordinaire, il faut lire Alexandre Romanès. Mais c'est un peuple qui a été détruit parce que, pas seulement par Adolf Hitler, qui les a envoyés dans les chambres à gaz, c'est un génocide dont on ne parle pas beaucoup, mais aussi par le christianisme qui les a sédentarisés. Et maintenant, ils sont dans les bondieuseries, dans le culte marial, etc. Mais alors donc, et puis les roulottes, c'est un peu terminé. Ils ont des voitures, du diesel, des antennes paraboliques, et puis on fait plus des feux dehors pour manger du hérisson, mais on a du chauffage électrique dans sa caravane et on regarde Question pour un champion. Donc effectivement, cette civilisation s'est effondrée. Mais cette civilisation, elle avait un rapport au temps qui est le rapport que nous avons perdu. Mon père, qui était ouvrier agricole et qui est mort à 88 ans, il était un contemporain de Virgile, comme les Roms, les anciens Roms, je dirais, ou quelques-uns qui le sont restés encore un peu aujourd'hui, étaient des contemporains de Virgile. Ils avaient le sens du temps. Et vous dites qu'avec les tweets, qu'avec la radio, qu'avec la télévision, le temps est mort. Oui, parce qu'on est dans un temps artificiel, parce qu'on fabrique des images, parce qu'on fabrique des sons, parce qu'on est dans l'instant pur, parce qu'on ne met plus en perspective, parce que le tweet c'est très bien. Moi je suis hélas obligé d'en faire parce que c'est une espèce de contre-pouvoir contre certains pouvoirs qui ne m'aiment pas, enfin, des pouvoirs d'un certain nombre de journalistes. Et il faut penser en 140 signes. Ça se fait, ça s'appelle un aphorisme dans l'histoire des idées. Donc il faut faire des aphorismes. C'est pas forcément facile à faire, mais ça veut dire que 140 signes, vous ne pouvez pas mettre en perspective avec le passé, avec le futur. Peut-être avec les tweets, peut-être avec la télévision, mais, Michel Onfray, moi, je m'inscris en faux contre cette idée qu'avec la radio, le temps est mort. Parce que vous le dites. Je ne dis pas exactement ça. Oui, précisément. C'est pas très clair ce que vous dites. Moi, je viens avec quelqu'un qui le dit très clairement, magnifiquement, que vous aimez beaucoup, qui est un très grand philosophe. Bachelard célèbre le temps à la radio. Ma fille m'a acheté un transistor et je prends tous les flashs depuis 7h30, n'est-ce pas, jusqu'à 9h du soir. D'heure en heure, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'en 3 minutes, j'ai l'impression que le monde tourne autour de moi, n'est-ce pas? Et que le monde m'apporte des nouvelles de l'univers, c'est parfait. Je ne peux pas m'en passer. C'est pas forcément des événements importants. Ah ben oui, c'est des événements au moment où ils se produisent. Et sans beaucoup de commentaires. Quand j'écoute quelquefois des commentaires, ils me déçoivent souvent. Alors les faits me suffisent. Et puis moi, je fais mes pauvres commentaires à ma façon. Je suis d'accord. J'espère. Les commentaires sont souvent indigents. Et les faits me suffisent. Non, mais le temps tourne. Le monde tourne autour de moi avec la radio, formidable. Ah non, moi je crois pas ça. Je pense que nous tournons autour du temps s'il faut vraiment faire une formule. Mais non, parce qu'il faut s'entendre sur la radio, évidemment, quand il dit prendre les informations. C'est ce que mon père disait d'ailleurs. Il prenait les informations. Mais c'est pas exactement... C'est la radio, bien sûr. C'est de la radio, bien sûr. Encore que, on sait très bien que c'est un temps qui nous est présenté. Pourquoi est-ce qu'on va nous parler de ceci plutôt que de cela? Pourquoi est-ce qu'on va ouvrir un journal avec ce sujet plutôt qu'avec tel autre? Pourquoi est-ce qu'on va passer ce sujet sous silence et tel autre le mettre en exposition? Donc on sait très bien qu'on va fabriquer un certain type de visibilité de l'espace, donc un certain type de temps. Ensuite, il y a d'autres émissions, et c'est assez sidérant, mais l'émission en direct qui n'est pas préparée autrement qu'avec un certain nombre de questions, c'est pas exactement la même chose que l'émission qu'on enregistre, qu'on coupe, qu'on taille, parce qu'on a fait une bêtise, parce qu'on a dit un truc qui n'allait pas, qu'il faut il faut le supprimer. Et puis ça n'est pas non plus la même chose que ces gens qui, à la radio, vous lisent des textes comme si c'était de l'oral. Et on entend d'ailleurs, c'est pas exactement la même chose. Vous avez des gens qui ont tout écrit, quelle que soit la réponse que vous faites. La troisième question, elle est écrite entièrement, ils vous la posent, ils sont en train de la lire, et vous dites, mais j'ai déjà répondu. Ça n'a aucune importance, peu importe. Si, justement, c'est un faux temps. L'importance, c'est que ce soit écrit ou pas, c'est est-ce qu'il écoute ou pas, celui. Non, c'est un faux temps. C'est-à-dire, la radio, ça devrait être le lieu de l'oralité. Et l'écriture dite n'est pas l'oralité. C'est-à-dire quand on dit je vais vous faire de l'oral, mais j'ai écrit sur mon papier tout ce que je vais vous dire à l'oral, on n'est pas dans la même logique. Les gens ils me disent c'est drôle, on vous écoute, on vous comprend, on vous lit, on a plus de mal. Je dis ben oui, parce que c'est pas le même registre. L'écriture c'est quand même un peu plus subtil, un petit peu plus précis. Vous êtes le seul philosophe que je connaisse, allez je vais le dire rapidement, mais je le pense,
qu'on comprend quand on lit et qu'on comprend quand on l'écoute. Voilà, les deux à la fois. Vous avez ce don-là. Non, vous êtes gentil, mais moi je comprends que des gens ne me comprennent pas. Il y a des gens modestes qui me disent je comprends pas ce que vous avez voulu dire là. Il y a des mots qui sont problématiques. Là encore tout à l'heure, je regardais sur mes mails, il y a quelqu'un qui me dit mais vous utilisez souvent le mot ontologie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai pas compris, j'ai cherché dans le dictionnaire, je comprends toujours pas. Et je me dis effectivement, c'est pas forcément clair, même quand on lit une définition de dictionnaire. Qu'est-ce que vous pensez pas de mon émission, j'en suis quand même pas là, mais qu'est-ce que vous pensez de l'idée à laquelle je croyais, et à laquelle je crois toujours, qui est de dire, voilà, deux personnes se parlent et se promettent mutuellement que c'est la dernière fois face à un micro. Est-ce que vous pensez que c'est un gadget philosophique ou est-ce que vous pensez que derrière, il y a une vraie idée de philosophe ou pas ? C'est une idée qu'il faut voir de deux points de vue. Le vôtre et le mien, ou celui de l'invité, je dirais. J'ai la chance de vous connaître depuis longtemps, c'est-à-dire vous m'avez gentiment invité assez régulièrement, et à chaque fois qu'on a fait une émission, vous et moi, c'était pour moi la première, donc c'était pour moi la dernière. Je n'ai jamais pensé que je vous cachais des choses parce que vous pourriez me réinviter, ou jamais, je n'ai jamais pensé ça. Donc pour moi, chaque fois est une fois. Le dire mais c'est vrai ce que vous dites. Non, je pense que votre idée est bonne, mais si vous permettez, je vais utiliser un mot que je souhaiterais que vous ne preniez pas mal, mais je veux dire, il y a une naïveté. C'est une fois pour toutes. Il y a une naïveté. Je la revendique. C'est-à-dire au sens étymologique, comme si on arrivait au monde et comme si vous, qui faites partie de l'histoire de la radio, vous n'aviez jamais fait d'enregistrement, jamais fait. Vous savez très bien que vous pourriez vouloir ça, et c'est une belle idée, extrêmement généreuse. Sauf que vous savez très bien qu'il y a pas mal de gens qui mentent à la radio, qui mentent à la télévision, qui vont vous dire des choses pour pouvoir n'en pas dire d'autres, qui vont cacher des choses, mais qui donc justement vont faire semblant du jeu en disant ah oui tiens très bien, puisqu'on ne se reverra pas, je vais vous dire quelque chose. Mais pour ça, il faudrait que vous soyez le seul à faire à faire une émission de radio. Et je reconnais qu'à la fin de l'émission, il y en a souvent qui me disent allez, à bientôt. Ben voilà. Un mot sur vous et qui est très sérieux. À Caen, il y a 2-3 semaines, à ceux qui venaient de vous écouter comme chaque lundi, c'était la dernière séquence de la contre-histoire de la philosophie, vous avez dit, c'est pas la fin. Et c'est très inquiétant, parce que quand on dit c'est pas la fin, c'est qu'il y a un risque que ça soit la fin. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Est-il vrai que vous n'êtes pas certain de pouvoir poursuivre l'Université populaire de Caen ? Alors, moi j'en ai le désir. Et Dorothée Schwartz, qui est avec moi et qui porte cette université populaire à bout de bras depuis 13 ans, m'aide considérablement. Et là, on est quand même en train de vendre des parapluies, de vendre des crayons à papier, de vendre des clés USB pour survivre. On se fait taper sur les doigts parce que quand on fait un crayon à papier, la région nous dit « vous n'avez pas mis notre logo sur le crayon à papier ». Voilà ce qu'on rencontre comme type de problème, alors que moi, il y a 13 ans, j'ai démissionné de l'Éducation nationale, que je donne des cours qui sont remplis et que je ne suis pas payé pour ça. Et que nous avons la région qui nous soutient, la région Basse-Normandie, et son président Laurent Beauvais qui nous donne 50 000 € de subventions, et nous vivons avec ça, et je ne suis pas seul. On est à peu près entre 15 et 20 tous les ans à donner un séminaire, donc il y a des frais. Et donc récemment, nous avions Jean Lamberville qui était le directeur de la Comédie de Caen et qui nous prêtait le théâtre. Moi j'ai besoin de 1000 places toutes les semaines. 21 fois dans l'année. Donc c'est beaucoup d'investissement. Et on a un nouveau directeur à la Comédie de Caen qui nous a réunis, Dorothée Schwartz et moi, et qui nous a dit, ben voilà, il faut nous trouver 23 000 €. En gros, on nous demande 23 000 € pour travailler gratuitement. Totalement bénévole, et on il est faudrait bénévole, que vous payiez. Voilà, et on n'a pas l'argent. Donc on est soutenu par le maire de Caen, Joël Bruno, qui nous soutient absolument, le maire d'Hérouville-Saint-Clair, sur lequel se fait ce cours, là, au théâtre d'Hérouville-Saint-Clair, qui lui, Rodolphe Thomas, nous soutient aussi, deux maires de droite. L'ancien maire de gauche, Philippe Duron, ne nous soutenait pas, mais la région de gauche nous soutient, simplement 23 000 €, on les a pas. Donc la question était, si on doit effectivement continuer à payer pour pouvoir travailler gratuitement, on ne le pourra pas. Donc le désir ne nous manque pas de faire l'université populaire, mais l'argent. Qu'on vous entende, Michel Onfray. Vous savez, ça fait 13 ans qu'on court après des subventions. Dorothée a envoyé 500 demandes de subventions. Elle a eu 6 réponses négatives. Donc, il y a un moment donné où, effectivement, on se dit on va pouvoir faire plus que ce qu'on fait déjà, quoi. C'est mon dernier mot, qu'on vous entende. Voilà, vous retrouverez tous ensemble, nous retrouverons Michel Onfray tout cet été à midi ou 19h. Cosmos est publié par Flammarion. Un grand merci au service de documentation de Radio France qui m'a accompagné toute cette année, comme les 2 précédentes. Je remercie ma réalisatrice Viviane Noël pour sa fidélité. Il y avait à la technique Philippe Thibault et j'ai préparé l'émission comme toutes les autres avec Antoine Tricot. À coup sûr, une des voix du France Culture de demain. Merci à vous tous
qui nous écoutez. C'est vous, la radio. Dans un instant, le meilleur sur France Culture, ce sont les journalistes. Vous avez de la chance. Dans un instant, le journal.